Comme son musée, comme sa maison, le jardin que Claude Pijard crée de 1987 à 2003 fut à l'image de son initiateur, généreux, opulent, poétique et parfois empreint de nostalgie. Le presbytère de l'an 2, construit en 1793, constitue la toile de fond du projet du jardin. Après avoir abrité le curé du village, l'abbé Berthaud, il devient la petite ferme de simples manouvriers. Il est acheté en 1937 par Paul et Léa Havard, les grands-parents de Claude, également ouvriers agricoles. C'est là, dans la chambre au-dessus de la cuisine, qu'il naît quelques mois plus tard, en août 1938. Claude et Françoise se marient en 1963. Ils cohabitent avec la grand-mère au presbytère et consacrent toutes leurs économies et leur temps libre à la restauration de la forge. Claude quitte l'usine Renault en 1968 et s'installe comme artisan créateur. Françoise, de son côté, travaille à la perception de Manille et s'occupe de l'accueil des clients le week-end. Petit à petit, ils aménagent l'atelier et les salles des collections. Le musée de l'outil ouvre en 1977. L'ancienne grange devient enfin leur maison en 1979. Ainsi, pendant 35 ans, Claude va restaurer cet espace familier qu'il considère comme un patrimoine architectural à préserver. En 1986, sa grand-mère Léa décède. Claude et Françoise achètent l'ancien presbytère et ses 2000 mètres carrés de terrain. Claude se lance alors dans son dernier grand chantier. Le forgeron devient jardinier. Il désire conduire le regard du visiteur de l'intérieur vers l'extérieur, offrir un écrin à son musée. Entre 1987 et 1989, la plantation du jardin est précédée par la transformation des espaces. Claude passe 2 ans à débroussailler, nettoyer, niveler le terrain et reconstruire les murs. Il structure l'espace et trace les allées. Claude a dessiné d'abord son jardin du bas. Donc on ne parle pas de plantes, on parle simplement des buis en bas. Et ensuite, nous avançons tout doucement, la terrasse, les balustres, les barreaux qui ont été forgés. Là, Claude retourne à sa place de forgeron. Vers 1988-89, il avait dessiné tout son jardin. Alors les 8 carrés, le carré du potager, le bouquetier, et ensuite les autres carrés prêts à recevoir les rosiers et ces petites allées étroites, parce que le jardin de curé, c'était quelque chose où le prêtre faisait son tour avec son chapelet. Il disait ses dizaines de chapelets. Il a dû me téléphoner un jour et je suis venu chez lui voir les lieux où il n'y avait rien au départ. C'était un terrain nu, avec beaucoup de choses qui n'avaient pas d'intérêt, et il m'a demandé conseil. On a d'abord habillé le bas du jardin, parce qu'il y a 2 zones. Il y a la zone d'entrée qui est à côté du musée d'outils, où on a mis les grimpants sur les murs et sur la maison. Je lui ai conseillé beaucoup de choses, puis on a discuté ensemble. Je propose une liste, un plan, et après j'explique le choix. Il a mis des bordures de buis. C'est une plante que j'emploie jamais, le buis. Je sais pas, j'aime pas le buis, moi. Ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Bon, j'aime pas le buis, je trouve que c'est sévère, c'est Moyen-Âge. Bon, ça va dans certains jardins, indispensable dans certains jardins. Mais mélanger avec des rosiers, c'est la ligne droite avec des plantes qui sont très libres et très floues. Il y a le contraste. Il y a beaucoup de liberté dans le jardin, même s'il était très structuré par ses plates-bandes et ses carrés avec les bords de buis et puis avec ses allées qui sont à angle droit. C'est quand même, la structure du jardin en elle-même est très rigide. Et la façon dont tu avais traité les massifs avec des plantes volubiles, avec des différents étages de plantes, ça donnait beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, beaucoup de liberté aussi quelque part. Et ça répondait à la structure donc, avec une bordure de buis, ça répondait aussi aux structures en fer qui servaient de support aux rosiers grimpants. Et tout ça, c'était d'angle droit, on arrivait à des rondeurs.
Le jardin est aménagé en écho au monde chrétien, avide de symboles. Les croix qu'il forge sur son enclume sont les premières à être installées. Il gomme peu à peu les références agricoles et révèle l'aspect initial du presbytère. D'origine paysanne, liée à son terroir, Claude Pijard est un créatif à la curiosité insatiable. Parallèlement au travail manuel, il se documente et se passionne pour l'époque médiévale. Il trouve dans ses lectures de nouvelles inspirations pour son jardin et les décors en fer découpé et peint qu'il vend dans sa boutique. Son projet se dessine autour de 2 axes. Ses recherches sur l'art du jardin du Moyen-Âge, référence au jardin courtois, expression des plaisirs des sens, hymne à la beauté, à l'amour et à la gourmandise, et ses recherches sur le jardin de curé, espace clos, d'abord utilitaire, où l'on fait pousser fruits et légumes, des fleurs pour l'hôtel et des plantes médicinales. Nous avions la vigne aussi qui était là pour le vin de messe. Pour nous, nous avons planté le chassagne de Fontainebleau. Et au milieu de tout ça, il y avait Saint-Fiacre qui trône et le Chardon, enfin bon. Pourquoi Saint-Fiacre? Parce que d'abord, c'est le patron des jardiniers. Mais il y a une petite histoire et une légende qui dit que Saint-Fiacre avait un banc qui était en arrondi. Pourquoi en arrondi? C'est parce que quand il s'est assis sur ce banc a épousé son séant. Il organise donc son jardin en chambres, délimité par de basses bordures de buis, 1 carré pour l'esprit, 1 carré pour la santé, 1 carré pour le ventre. Très tôt, il compose son plan autour de la fleur préférée au Moyen-Âge, la rose. Dans l'imaginaire catholique, elle est associée à la Vierge Marie. Blanche, elle représente sa virginité. Rouge, elle évoque sa compassion et sa charité. Sans épines, elle évoque le paradis. Elle est également symbole de l'amour terrestre et du plaisir sensuel, ce qui n'est pas sans déplaire à Claude. Pour sa beauté et son parfum, elle sera centrale et majoritaire dans le jardin. Il plantera 300 rosiers, dont une centaine de variétés. Des variétés très florifères, dans les premiers mais aussi des variétés non remontantes, dans les vieilles variétés botaniques, comme les galliques, le gallica versicolore par exemple, qui est strié, qui est panaché, comme la cuisse de nymphe, qui est un alba, mais qui est beau par son nom, par d'autres variétés de damas, le damas qui sert à la recherche du parfum, qui est cultivé en Bulgarie pour l'essence de rose. Il est venu pour chercher des conseils, savoir quelle plante choisir, dans celle qui allait se plaire dans son terrain, celle qui allait bien s'accorder aux roses, celle qui allait donner l'image d'un vrai jardin de curé, puis celle qui ne nécessitait pas trop d'entretien. Et puis au fur et à mesure, il venait aussi chercher les conseils. À chaque fois qu'il venait avec une liste de nouvelles plantes que je lui avais suggérées, il me disait cette fois-ci je vais prendre ça, je vais prendre ça. Il me racontait l'état de celles qu'il avait plantées avant et je lui donnais les conseils comment les entretenir. Sous les conseils de Noémie Vialard, il plante des vivaces pour accompagner ses rosiers et quelques annuels chargés de souvenirs d'enfance. Claude choisit instinctivement ses plantes, mais toujours avec humour et malice. Il ne résiste pas aux noms évocateurs. Aux rosiers anciens, Evangelina, évêque ou centenaire de Lourdes, il associe des vivaces comme l'Alchemia mollis ou manteau de Notre-Dame, l'Aster amellus ou œil du Christ, le Dicentra spectabilis, cœur de Marie, ou encore la digitale, dit doigt de Notre-Dame. Son choix observe des modèles esthétiques référents à l'idéal des jardins d'antan. Claude y configure une esthétique ordinaire. On est plutôt parti comme ça sur pas du tout des hybrides très récents, on est parti plutôt sur des bonnes plantes de jardin de curé, des plantes de campagne. Et puis bien sûr les couleurs étaient, il fallait que ça sortisse au rosier, donc c'était plutôt souvent dans les roses, dans les mauves, dans les bleus, dans les blancs. Et il fallait que tout ce jardin s'harmonise avec les roses. Donc les vivaces s'harmonisaient aussi. Mais c'était toujours des vivaces à petites fleurs, il n'y avait pas de grosses fleurs. C'était juste pour mettre en valeur les rosiers.
Et puis c'était aussi des vivaces parfumées. Elles étaient toutes parfumées pratiquement. Donc des aromatiques. Voilà, on jouait sur les parfums, on jouait sur les couleurs, sur la légèreté des fleurs. L'aménagement du jardin résume assez bien toutes ses manières d'être au monde et dévoile une autre facette de sa personnalité, le poète. Le forgeron et le jardinier sont unis par des mêmes gestes qui s'harmonisent quotidiennement. Claude Pijard y retrouve avec joie le sens de l'effort et du bel ouvrage, avec la même patience d'ouvrier et la même humilité. Il réalise des corsets à rosier, la couleur sang de bœuf, qu'on retrouve dans les miniatures, dans les enluminures, parce que évidemment, il reprenait ses inspirations dans toute la documentation que nous avions. Et dans tout ça, en fait, il faut dire que c'est sa sensibilité qui ressortait. En fait, la maîtrise du fer qu'il avait lui a permis de créer des structures qui servaient de support aux plantes. Et donc finalement, c'était un écrin pour les plantes de son jardin. Et il a fait quand même pour ses rosiers grimpants, il a fait des structures en fer. Et l'avantage du fer, c'est que c'est un matériau qui est d'une grande finesse et qui permet de faire des supports très solides, mais qui sont très fins, donc qui disparaissent un petit peu dans un jardin et qui permettent de valoriser au mieux un rosier grimpant. Et en plus, la couleur du fer un peu rouillé, cette couleur rouille, ça marie très bien avec le vert des végétaux. Et c'est vrai que là, il y a une association de teintes qui est à la fois très graphique et qui est aussi très fonctionnelle, puisque un rosier, le rosier d'Andréev sont un peu vigoureux. Les structures qu'a fait Claude permettent de le supporter sans aucun souci, tout en valorisant le rosier et la floraison. Claude renoue avec le jardin médiéval en forgeant ses corsets à rosier et en découpant dans du zinc des étiquettes qu'il écrit à l'encre et à la plume. Car dans un souci pédagogique, chaque plante est identifiée par son nom latin et son nom vernaculaire. Claude réalise bien sûr ses étiquettes. Les étiquettes avec des oiseaux, des fleurs. Il écrivait avec sa plume, son porte-plume. L'encre employée, c'était l'encre ancienne d'arboriculteur. Alors, la particularité de cette encre, c'est elle va être aux intempéries, le zinc s'oxyde légèrement, il devient couleur de l'étain, et l'encre se met en relief. Donc ça ne s'use plus jamais, plus vous la mouillez, plus elle est en relief et elle s'effacera plus jamais. Il avait cette sensibilité sur les outils, sur le travail du fer, entre autres, et la sensibilité du jardinier, parce qu'il aimait les fleurs, je pense. Il a recréé un petit peu cet univers qu'il avait dû connaître quand il était enfant, et il avait à la fois la culture de l'outil et du fer et la culture du jardin. Mais un jardin qui est un jardin de l'enfance, quelque part, je crois. Parce que pour faire un jardin de curé comme il a fait, il faut que... Alors qu'il n'a pas du tout de formation de jardinier, il est tombé comme ça. Enfin, je pense que son jardin de curé, il l'a fait parce qu'il était dans ce presbytère. Et il ne l'a peut-être pas forcément fait dans un autre endroit. Et je pense que c'est parce qu'il a dû se souvenir de choses qu'il a vues, avec peut-être un curé, avec peut-être des jardiniers ou des personnes qui avaient un jardin de curé. Et il a recréé... En fait, la transmission a dû se faire de façon inconsciente chez lui et c'est ressorti dans son jardin. Petit à petit, deux images se superposent, celle d'un jardin de grand-mère et celle d'un jardin de curé. C'est un atelier à ciel ouvert, tracé dans le droit fil de l'expérience, de l'identité, d'une vie de travail et d'émotions souterraines. Son goût pour les fleurs semble en partie hérité de sa grand-mère et de sa mère, qui l'ont initié dès son plus jeune âge aux travaux extérieurs. Claude n'envisage pas la disparition du potager, si important dans les familles rurales. Il trouve sa place dans un des carrés du jardin du Haut. Il est confié à Germaine, sa mère. Claude est perfectionniste. Il veut bien faire et s'associe aux spécialistes reconnus. C'est un personnage qui on pouvait bien discuter, mais il savait ce qu'il voulait. Très pointu sur certaines choses. Et on a bien communiqué, et c'était peut-être pas toujours très facile pour lui expliquer certaines choses. Il avait son caractère, bon, comme un ferronnier. Et bon, quand il tape sur l'enclume, bon.
Claude était un peu quelqu'un qui marchait un peu par intuition, enfin, qui avait une idée dans la tête et il était... Enfin, moi j'ai trouvé un peu taiseux. Enfin, il était pas... Il parlait mais pas trop quand même. Parce il avait une vision du jardin et il a réussi à obtenir ce qu'il voulait dans son rêve et dans son projet. Il travaillait avec les conseils et ensuite à l'instinct. Et c'est ce qu'il faut. Pour moi, je dis toujours, un jardin, c'est logique et feeling. Donc, il avait la logique et il a eu le feeling. Pour que ce jardin soit très très bien réussi, soit vivant, soit gai à toutes les périodes, voilà. Il savait quand il fallait les tailler. Puis c'était des plantes qui n'avaient pas besoin de grands soins, puisqu'il y avait une grande diversité. Et plus il y a de diversité au jardin, moins on a besoin de les soigner, elles se débrouillent entre elles. Il a su travailler avec la nature. C'est instinctif, ça. Enfin, je trouve que c'est l'observation, c'est l'instinct. Et je trouve qu'il avait ça dans le végétal. C'est tellement important. Parce que le monde des plantes, il connaissait moins bien que la forge, je pense. Et il avait besoin d'aide pour choisir les végétaux. Donc il était attentif à tout ce qu'on pouvait lui dire, tout ce qu'on pouvait lui apporter au niveau technique. Mais c'est pas ça qui fait un jardin. Voilà, il a eu, au bout de quelques années, il a dû commencer à planter. On n'était pas là au tout début, mais il a dû commencer à mettre une sélection de plantes. Et il a eu le bon sens de savoir, par exemple, laisser se ressemer des plantes dans des graviers. Oui. Pas être tout le temps en train de ratisser, de faire quelque chose de trop parfait. Donc il a eu ce sens de jardinier. Bon, ça y est, on l'a ou on l'a pas. Monde, hein. Donc instinctivement, peut-être. Mais c'est quelqu'un qui avait pour moi, une force et une intelligence à ce niveau-là. Enfin, il y avait tout. Il y avait l'instinct, l'intelligence, la culture, et puis toute une vie derrière. Et puis, un bon vivant. Donc ça, c'est important dans le jardin. C'est quelqu'un qui va pas mettre un banc à un endroit où on sera pas bien, par exemple. Et il y avait un bon sens près de chez soi. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'a priori. Il y avait qu'une culture très forte derrière, et surtout du Moyen-Âge. Et puis... Et donc tout ça faisait un mélange, c'était un sans faute, quoi. On entrait dans le jardin, c'était un sans faute. On était pris d'emblée par le charme. Parce qu'en fait, il a réussi ce qu'on trouve pas toujours dans les jardins, c'est que parfois il y a la maison d'un côté, puis il y a le jardin de l'autre, puis il y a pas de relation entre les deux. C'est un travail de paysagiste, quoi, si on veut. Et il avait réussi à intégrer ce lieu, à la fois les plantes, le jardin et les bâtiments, qui étaient superbes. Mais enfin, bon, il fallait quand même trouver le lien entre tout ça. Et ce qui faisait l'intérêt de ce jardin, c'est qu'il y avait tout ça. Au-delà du souci de reconstitution, il y introduit l'insolite pour relancer l'intérêt du visiteur. Il baptise les allées et les lieux de repos des noms d'amis et d'êtres chers. Claude a le sens inné du spectacle. Il porte un intérêt constant à l'accueil et aime captiver son auditoire. Quand il faisait visiter son jardin, c'était toujours avec beaucoup d'emphase, des grands gestes. Voilà, il obligeait les gens à regarder les fleurs, pas à s'approcher trop parce qu'il fallait faire attention à ce qu'il y avait en dessous, mais quand on pouvait les sentir, il nous obligeait presque à les sentir. Et puis, il nous faisait remarquer, il nous racontait toujours des petites anecdotes, toujours des petites histoires. Il aimait faire son show, faire son cinéma pour montrer tout ça. C'était important, il voulait laisser quelque chose, un souvenir. Alors il l'a laissé, un souvenir assez impérissable. Hein. Et je crois qu'on a encore tous en mémoire sa façon de raconter, d'expliquer, de parler. Avant de commencer le tour du jardin, il regardait bien tout le monde. Parce qu'en fait, le public participait. Hein, et il repérait les gens. Et selon la personnalité, il en interpellait quelques-uns. Parce qu'il savait très bien qu'il allait y avoir quelques-uns qui avaient envie de s'imposer. Donc, il essayait de jouer là-dessus. Et je pense que c'est une de ses grandes qualités. C'est-à-dire cette qualité, cette façon de regarder et d'essayer de comprendre. Hein. Et je pense que c'est ça qui interpellait dès qu'on le voyait, quoi. Et ce don d'observation, il l'avait aussi pour le jardin, parce que ça s'étend à tout. Ouais, c'est un jardin où on se sentait bien, on pouvait se mettre sur un bout de pelouse, dans un coin, il y avait plein de petits coins, enfin, on était bien installés. Et pour nous, c'est aussi ça le jardin, c'est pas uniquement montrer un savoir-faire, c'est avoir un lieu où on a plaisir à s'installer, à vivre, à discuter avec des gens, avec des amis, voilà, c'est aussi ça un jardin. Et lui, il était en plein là-dedans, quoi. C'était un endroit très,
assez petit, mais quand on y était bien. On se laissait prendre par les plantes et on pouvait rester là. La notion de temps s'estompait et on pouvait rester là des heures sans s'en apercevoir. C'était vraiment un petit peu un paradis en fait. Enfin, en ce qui me concerne, je le voyais comme un paradis. Moi. Acheté par le Conseil général du Val d'Oise en 2005, le musée restauré a ouvert ses portes en juin 2011. Une nouvelle histoire commence aujourd'hui pour le jardin du musée de l'Outil.